Vous écoutez Cinéphiles de notre temps. Chez notre invité, musique et cinéma se mêlent depuis longtemps. Producteur de musique depuis ses 15 ans, DJ et compositeur, il réalise son premier court-métrage à 19 ans, puis entre à la Fémis pour y poursuivre ses études de réalisateur. Depuis quelques années, on le connaît surtout pour les bandes originales qu'il compose pour les films de Céline Sciamma, et pour lesquels il a d'ailleurs été nominé au César en 2015. Il continue toutefois à faire des films. Il réalise en 2009 It Was on Earth That I Knew Joy, produit par le label de musique Six Pack France, où il met en images et en son les souvenirs terrestres d'une machine alors que la Terre est dévastée par une épidémie. Et nous pourrons découvrir dans quelques mois, si tout va bien, on touche du bois, son premier long métrage Sanity, Madness and the Family, qui fait partie d'ailleurs d'un projet bien plus grand intitulé Spectre, où il mêle 7 fois 2 concerts, ses musiques et ses réalisations cinématographiques. À travers les réponses qu'il a données à notre questionnaire, nous avons perçu la cinéphilie de notre invité comme un perpétuel retour vers l'enfance, une plongée constante dans une mémoire plus ou moins fictive qui donne naissance à des images irréelles et parcellaires, mais qui ont toute l'intensité des images vraies. Bienvenue Parawan, aka Jean-Baptiste Deloubier. On est très heureux et heureuse aujourd'hui de vous accueillir à notre micro. Merci, bonjour. Et alors, comme c'est de coutume, on va commencer par une petite citation. J'aurais passé ma vie à m'interroger sur la fonction du souvenir, qui n'est pas le contraire de l'oubli, plutôt son envers. On ne se souvient pas, on réécrit la mémoire comme on réécrit l'histoire. Je l'ai dit en même temps que toi, sans... ça s'appelle la mucitation quand on bouge les lèvres sans faire de son, c'est ça? C'est ça, je crois. Oui, et alors on peut dire d'où ça vient déjà? Sans soleil. Voilà, ouais. Donc c'est au début de Sans soleil de Chris Marker. Alors, comment cette phrase, elle résonne par rapport à ton rapport déjà au cinéma et puis même à ta cinéphilie finalement? Elle définit tellement de choses, cette phrase, en fait. Quand j'ai vu ce film, je devais avoir 17 ans, peut-être 18 ans. J'ai passé la nuit, la soirée, en tout cas, je ne veux pas être trop romantique, mais à prendre des notes dans un carnet tellement j'avais été impressionné. Et c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, en fait. Donc, et notamment cette phrase, notamment cette introduction, effectivement, l'idée qu'on réécrit la mémoire comme on réécrit l'histoire. Il dit aussi comment se souvenir de la soif, ce qui est une phrase assez marquante aussi. Et c'est vrai que l'idée d'une mémoire imparfaite, c'est même pas une idée, c'est un fait. En fait, nos mémoires sont imparfaites. On va y revenir d'ailleurs. Oui, est au cœur de mon travail en fait, et même de ma vie. Enfin, je veux dire, j'assume le fait que on ne cesse de se re-raconter et de se re-raconter aux autres. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens considèrent qu'il y a un réel observable, une vérité mesurable, et que c'est tout, quoi. Et moi, je suis persuadé qu'au contraire, les choses sont souples, elles sont en mouvement, elles sont en évolution, elles sont en boucle, elles se réécrivent, elles se modifient. Alors, on va commencer par ton portrait, justement, ton portrait chinois. Et alors, la première question qu'on t'a posée concernait la voix off, si tu étais une voix off de cinéma. Et donc, sans surprise, tu nous as répondu par celle de Sans soleil. Sans surprise, Sans soleil. Absolument. Oui, alors c'est un peu présomptueux de ma part, parce que c'est probablement l'une des voix off les mieux écrites de l'histoire du cinéma français. Mais, donc un très bon choix. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que ça voudrait dire que je suis ça? Pas du tout. Je ne suis pas. J'aimerais tellement être cette voix off. Bon, après, c'est un niveau de langage qui est tellement soutenu que parfois c'est éprouvant en fait à écouter, à regarder, parce que c'est tellement intense. Elle est très rapide en plus. Elle est très rapide, ça va vite, il y a beaucoup de choses. En plus, c'est un mélange de vrai et de faux, puisqu'il y a des personnages fictifs, il y a des auteurs et autrices fictives dans le film. Donc il brouille les pistes beaucoup dans le film Marker. C'est un film en plus assez long. Je le conseillerais presque de le voir en 2 fois d'une certaine façon, tellement il est intense. Mais c'est vrai que cette ambition, je pense que c'est Sans soleil, c'est un cas à part. Il y a très peu de films comme ça. Je dirais même que les autres films de Marker, comme par exemple Le Jolimet, ne sont pas comme ça. C'est un niveau d'ambition du cinéma essai qui est comme une voie de garage, en fait, quelque chose qui s'est fait à côté. Et on reconnaît beaucoup, d'ailleurs, il y a une certaine cinéphilie qui aime Chris Marker. En fait, il y a comme une branche, j'ai l'impression, on se reconnaît entre gens qui aiment bien
ce cinéma qui n'est absolument pas fonctionnel d'une certaine façon, et surtout où les idées et l'émotion sont entremêlées en permanence en fait. Et ça rejoint d'ailleurs cette idée que la mémoire, bon, c'est flou, c'est pas clair, que de toute façon on réinvente tout le temps. Et en fait, le fait d'évoquer la philosophie ou l'histoire, en passant par des citations poétiques en même temps et avec quelque chose de très dense émotionnellement, c'est une signature à lui. Et parce que souvent le documentaire ne s'autorise pas ça, puisqu'il y a une rigueur qui est censée être nécessaire, obligatoire. Comme Marker fait le deuil tout de suite de l'objectivité. Évidemment, le film va beaucoup plus loin que ne le serait une simple interprétation documentaire de ces images japonaises. Et justement, donc le film t'accompagne. Est-ce que cette voix, ce timbre de voix, t'accompagne aussi? Est-ce que... Avec une amie, on appelait ça les voix Arte 2h du mat à l'époque. Je dirais pas ça parce que, à la limite, pour le coup, la voix off du Jolimet est peut-être un peu plus habitée, par exemple. Elle est très lointaine, celle de Sans Soleil. Celle de Sans Soleil est abstraite, quoi. Mais bon, ça va avec le truc. Il y a un côté, à un moment, il le dit, c'est l'histoire d'un martien qui arriverait sur notre planète et il se demanderait qui sont ces gens. Il y a un côté froid. Et je pense aussi qu'il y a un côté qui n'invite pas forcément tout le monde à la fête, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un niveau de langue, un niveau de référence qui est très élevé tout de suite. Et donc non, je veux dire, j'admire, mais je laisse finalement cet objet, surtout ce texte dans sa boîte, quoi, un peu derrière sa vitre aussi dans le musée. Il y a un côté intouchable en fait, je trouve. Et donc dans ton travail, t'essayes de t'en tenir un petit peu à distance pour pas te faire manger par une telle influence, ou c'est quand même quelque chose qui est présent, qui compte pour toi quand même en tant que cinéaste, ou... Ce qui est présent, c'est l'œuvre de Marker et sa personnalité. Je veux dire, justement avec cet ami dont je parlais, on l'a contacté assez tôt en lui offrant, en lui laissant une cassette de nos courts-métrages devant chez lui, parce qu'on a eu son adresse. Et il m'a répondu quelques années plus tard. Il est devenu ensuite mon directeur de fin d'études à la FEMIS. Il a programmé des cours à moi dans des rétrospectives, au Frénois, etc. Et donc, ça a été un échange. On se parlait assez souvent. En fait, c'était purement épistolaire à travers Internet. D'ailleurs, il répondait dans la minute. En général, c'était assez impressionnant. J'ai l'impression qu'il était dans l'ordinateur en fait quand il répondait. Il me donnait des adresses à Tokyo. Il me disait, c'est lui qui m'a dit d'aller à la Jetée, le bar de Tomoyo Kawai à Tokyo, en me laissant le numéro de téléphone fixe. Je me souviens à l'époque. Et donc, on a eu une relation d'une certaine façon. Disons que les thématiques qu'il aborde, et notamment le sujet de la mémoire, effectivement, me hantent, quoi. Donc, c'est finalement pas... à part quelques aspects peut-être visuels, il y a une influence concrète, mais disons c'est pas dans l'écriture du texte. Voilà. On t'a demandé ensuite si tu étais un père au cinéma, lequel serais-tu? Et tu nous as dit que tu serais le père dans le film À nos amours de Maurice Pialat. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un père à la fois extrêmement attentionné envers son enfant, très présent et qui disparaît. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi ce père te touche? Ouais, c'est vrai que alors j'ai vu une scène de ce film avec mon père, dont il est beaucoup question dans ce projet Spectre, qui n'est plus de ce monde, hein, mais et je me souviens il était pas tellement cinéphile, à vrai dire, et d'un coup il a soufflé, qu'est-ce que c'est bien joué. Et c'est vrai que Pialat qui parle à Bonner pour lui dire tiens, t'as perdu ta faussette. Et elle est gênée parce que du coup clairement il n'avait pas prévu de lui dire ça et elle sait pas comment répondre, et il y a ce moment de vérité, de naturel. Enfin, il était dans l'obsession du vrai, de toute façon, Pialat, de capturer le vrai, le charisme de Pialat. De toute façon, moi j'adore les non-acteurs au cinéma, enfin les gens dont c'est pas censé être le métier, ou qui en fait disent bon, je vais peut-être me mettre devant la caméra, puis en fait c'est les meilleurs. Le charisme de ce père, qui d'ailleurs ne ressemble absolument pas à mon père, en fait. C'est pas une identification où je ne me vois pas, moi, je ne suis pas père encore, mais je ne me vois pas mais je trouve que c'est une représentation au cinéma de cette présence et de cette absence, effectivement, qui est à mon avis incarnée de manière magnifique par Pialat lui-même, mais on sent, il y a une épaisseur en fait de ce personnage qui est assez rare dans le film finalement. Il prend toute la place, même s'il est absent, il prend toute la place, ouais, c'est ça. Et effectivement, il y a cette bienveillance, cette douceur, mais on sent aussi qu'il est très dur. Il est d'ailleurs, à un moment, il dit des phrases horribles à son propre fils. Oui, non, mais il est très très dur. Et il n'est pas question de se dire que c'est un ange ou quoi. Mais c'est vraiment une très belle incarnation. Je ne saurais pas comment en dire un peu. Enfin,
Après, en plus, c'est tout un système qu'il a mis en place parce qu'à la fin du film, comme son personnage était censé être mort, C'est mais ça. en fait, il revient sans avoir prévenu les acteurs. Donc, Il avait on juste voit prévenu la mère, je crois. c'est ça, et on voit sur la tête des acteurs, genre, mais qu'est-ce qu'il fout là? En fait, bon, les films c'est aussi, il les bricole bien avec, enfin, plus que bricole, mais il les finalise bien avec Yann Dedé, ces films, Piala, mais c'est quand même, il y a des gros manques dans la narration, quoi. Donc, en fait, à un moment, elle lui dit, t'as l'œil tout rouge, et c'est censé vouloir dire qu'il va être malade, qu'il est malade, en fait, et qu'il va mourir. Et donc, initialement, il devait disparaître, mais en fait, il revient. Enfin, bref, C'est assez fascinant dans le film parce que c'est un des seuls pères qui traite de l'adolescence, enfin qui questionne sa fille sur son mal-être, qui est adolescente et qui la comprend. Or, souvent, les parents sont en incompréhension au moment de cette période-là, justement. Des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé ? Oui, c'est quelque chose qui m'a parlé. Moi, j'ai fait une crise d'adolescence vraiment terrible, avec des fugues. J'ai vécu dans une voiture. Enfin, c'était très intense, et notamment dans un conflit avec mon père. Mais je dois dire que, effectivement, À nos amours m'a marqué aussi peut-être pour ça. Tous les films, en fait, aussi sur l'adolescence qui traitent spécifiquement de ce rapport de défiance avec les parents, c'est que il y a une volonté de comprendre. Alors, là, je me sens assez proche de ce qui se passe dans À nos amours, justement. C'est vrai qu'au fond, c'est lui qui la comprend le mieux, quoi. Il dit dès le départ qu'elle est malheureuse alors qu'elle-même ne le sait pas encore. Exactement. Et puis il y a cette fin aussi dingue où dans le bus là, où en plus quand il lui dit t'es pas aimante, c'est quand même extrêmement dur. Et en même temps, c'est une sorte d'analyse. Il la voit, quoi. Oui, c'est tendre. C'est comme un constat, mais... Il lui dit, oui, c'est ça, c'est un constat. Il lui dit vraiment. En fait, on a l'impression qu'il plaint plutôt ses petits amis, en fait, à elle, en disant vraiment, t'es pas aimante. Hein. Et ça veut pas dire qu'il trouve pas ça bien. Enfin, je veux dire, et quand il parle aussi qu'on voit les dauphins à San Diego, les baleines, je sais pas, au large de San Diego à la fin. Je sais pas comment dire. C'est cette écriture de ce personnage m'a beaucoup touché parce que je pense que là, Piala, il a touché un truc justement du vrai, où on se dit, ouais, c'est comme ça qu'on est dans la vie, en fait, c'est comme ça qu'on se parle, c'est comme ça aussi qu'on s'aime ou qu'on se révolte, qu'on se quitte. Ouais. On va continuer avec cette dernière question du portrait. Et alors, on a eu l'idée de te demander si tu étais une machine de cinéma, parce qu'elles sont présentes dans ta musique d'une certaine façon, mais elles sont aussi présentes dans tes films, et en tout cas dans ton court-métrage qui est disponible sur Vimeo. Et tu nous as répondu par Hal, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, en répondant Hal, évidemment. Oui, parce que je me sens un peu... j'ai l'impression que c'est la réponse la plus banale qu'on puisse faire à cette question, finalement, parce que c'est une telle évidence et c'est tellement une icône. Mais en même temps, c'est la seule bonne réponse pour moi. Enfin, c'est la meilleure. C'est-à-dire qu'en vrai, cette mise en scène de la machine avec l'œil, là, rougeoyant... on dirait que c'est du Victor Hugo, on dirait que c'est l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. On se sent fixé par ce truc. C'est pas pour rien que cette image, même cette capture d'écran est réutilisée en permanence. Dès qu'on parle d'intelligence artificielle, de surveillance, de Big Brother, il y a cet œil. C'est une telle réussite, je trouve. 2001 est un film compliqué et qui n'est pas que... c'est pareil, il est difficile parfois à regarder, mais tout ce qui est autour de ce rapport entre l'ordinateur et la machine, en plus, c'était extrêmement... visionnaire d'une certaine façon. Oui, des années 60, et il avait prévu pas mal de choses. C'est ça. Et puis aussi ce moment, ce dialogue final où l'ordinateur commence à délirer parce qu'il perd on lui enlève sa mémoire, il se met à chanter. Enfin, c'est touchant, c'est drôle et en même temps, c'est un peu terrifiant. Mais c'est vrai que, et d'ailleurs, il y a une référence donc dans It Was Honors That I Knew Joy. Moi, je l'ai fait avec mes moyens du bord, mais littéralement du bord. C'est-à-dire que comme je n'ai pas filmé de plan pour le film dans It Was Honors, à part 3 plans, les 3 plans que j'ai voulu utiliser mes archives personnelles, mais les plans que j'ai un peu produits, j'ai juste pris une caméra DV et j'ai filmé un objectif posé sur une chaise en cuir et ça m'a fait mon hall à moi, quoi. Oui, c'est ça. C'est juste, je me suis dit voilà, la machine c'est son œil, quoi. Bon, et donc voilà, l'inspiration elle est là aussi. Et il y a une vraie, je trouve c'est assez marrant, il y a une vraie correspondance dans les voix entre Hal et ta machine à toi, et ça me fait remonter dans le sens où c'est une voix qui est très différente de celle de Sans Soleil comme voix off. En fait, on ne sait pas très bien si c'est une voix in ou une voix off, mais c'est une voix que Kubrick a voulu apparemment très shakespearienne, où il l'a fait incarner par une vraie personne, quoi. Pas du tout robotique comme ce qu'on pouvait faire à l'époque, de voix très machinique. Oui, bien sûr. Après,
effectivement, ça c'était un choix très intéressant de sa part. Là, en l'occurrence, dans It Was a Nurse, je dis on parce qu'on était avec le monteur Julien Lacheret. En gros, on avait un réseau, on était avec 2 ordinateurs, donc lui on montait chez moi en fait, et j'écrivais des textes au fil de la plume en fait, et on les envoyait dans différents générateurs de voix. Donc il y en avait des payants, il y en avait des gratuits sur internet, et on choisissait toujours. Donc les personnages se sont déterminés en fonction des générateurs de voix et de leur qualité. D'ailleurs, ils ont souvent des prénoms. Ces générateurs de voix, la voix de Valérie ou de John. Donc ils sont humanisés dès le départ. Ils sont humanisés dès le départ. Et il y en a une qui était très cheap et qui était sur un site qui est devenue celle du personnage et qui était fragile comme tout, quoi. On aurait dit vraiment quelqu'un de totalement neurasthénique, quoi. Et qui avait des inflexions émouvantes, vraiment. Quand à un moment le personnage fait du ski, se souvient que son œuf dur était tout cassé dans sa poche. My eggshell was all crushed. Et il y a une sorte de truc un peu mélodique comme ça. Et du coup, avec le monteur, à chaque fois, on avait cette surprise, parce qu'en plus, on pouvait jouer, alors ça, c'est intéressant aussi, avec les points d'exclamation, les points d'interrogation. Oui. Puisqu'en fait, ça crée justement des inflexions, et quand les logiciels sont un peu mal faits, ça fait des trucs très bizarres, ça fait chanter un peu. Et donc, on essayait à chaque fois la version point d'interrogation, point d'exclamation, pour voir comment monter les phrases, en fait. Et donc, c'était drôle d'avoir ces sortes d'acteurs inexistants, des chimères électroniques comme ça. Et de les diriger via les points d'exclamation. C'est ça, c'est de la direction d'acteur vraiment au ras du texte. Ouais. Dans cette deuxième partie du portrait, consacrée aux conditions et circonstances de visionnage, Parawan évoque un film qu'il a mis en transe, et plus particulièrement la scène de la pluie dans le film de Naomi Kawase, Shara. Puis il revient sur son rapport aux objets de cinéma, VHS, vinyle et autres DVD. On t'a demandé ensuite, dans notre prochaine section qui est conditions et circonstances de visionnage, le souvenir d'une séance de cinéma, ou du moins d'un film, qui t'avait mis en transe. Et tu nous as parlé du film Shara de Naomi Kawase, qui date de 2003. Donc moi, je voulais te demander, est-ce que toi, tu l'as vu en salle, ce film, ou tu l'as vu sur un autre écran ? Je l'ai vu en salle. On a l'impression que c'est le monde d'avant, un monde très ancien, mais je l'ai vu en salle. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler un peu de cette séance et de ce qui s'est passé, en fait, de pourquoi cette scène-là ? Parce que c'est une scène particulière. Donc c'est la scène de pluie. La scène de pluie dans Shara qui est vers la fin, c'est la scène du festival, puisque pendant tout le long du film, il est question d'organiser ce festival de quartier. Et les personnages qui sont impliqués dans l'organisation de ce festival sont parfois, il y a des tressages émotionnels avec des conflits secrets non dits. C'est très japonais comme façon de s'embrouiller, hein, mais les gens... Il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de silence. Donc le film est basé sur l'histoire d'un enfant qui a disparu. Ça, on le sait tout de suite, c'est pas un spoiler, mais d'un frère qui a disparu. Et donc tous les personnages, on voit affleurer. C'est un film assez riche en fait, assez protéiforme d'une certaine façon, même s'il il a l'air minimaliste, mais il y a aussi une histoire d'amour, d'adolescent. Tout se passe à Nara, qui est l'ancienne capitale historique du Japon. Du coup, qui donne une impression d'irréalité aussi, parce que pour avoir été à Nara, en fait, c'est pas du tout comme ça une ville japonaise. Enfin, c'est un endroit très très. On a l'impression d'être perdu dans un labyrinthe. Ouais, c'est ça. C'est une drôle de vie, un drôle d'endroit, quoi. C'est une non-ville un peu. Des petites rues, tout très est très en ancien. bois, ouais. Ouais, quand ils font du vélo là, c'est trop beau. Et on sent que voilà, des tensions s'accumulent. Il y a entre le père et le fils des angoisses, des conflits entre les personnages, et puis à la fin le festival finit par avoir lieu, et donc il s'agit d'avoir un char comme une sorte de Love Parade par exemple, et se déplace, chaque quartier représente son quartier, il y a des danseurs, des danseuses et de la musique, et tous ces gens sont impliqués dans la parade, et en fait il se met à pleuvoir des cordes, mais vraiment des cordes, et d'ailleurs ça se voit tout de suite que c'est totalement artificiel, qu'il y a une rampe d'eau clairement devant la caméra, enfin, et sur les acteurs, hein, mais elle cherche même pas à masquer son effet, quoi. De toute façon, je pense que ça devait être tourné en Super 16 ou un truc comme ça, parce que c'est un film très minimaliste. Ouais, très minimaliste. Et puis il y a cette jouissance de maintenant il pleut, on a chaud, et puis on s'en fout, quoi. Et puis en fait on danse, et ça. Et il y a une répétition musicale. Alors là, j'ai joué le jeu, je me suis pas remis. J'ai le DVD chez moi, mais je me suis pas remis la scène. J'essaie vraiment de m'en rappeler. Mais je sais qu'il y a toujours le cri, et ça revient toujours. Et à chaque fois, il y a une sorte on monte un étage dans cette espèce de lâchage. J'ai trouvé que alors peut-être aussi que ça fonctionne parce que le reste du film est en tension, est en frustration, et peut-être parfois en ennui presque. C'est-à-dire qu'il y a la scène où elles choisissent les chaussures dans le magasin qui n'en finit pas, par exemple. On est vraiment à la place du personnage masculin qui attend. Il attend, ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène dans la vie.
Mais donc il y a toute cette attente, cette tension, et la pluie vient, je dirais pas laver tout ça, parce qu'il n'est pas question de trouver une sorte de pureté, mais vient faire jouir tous ces gens, en fait, vient mélanger tout ça, et finalement on voit sur leur visage, et c'est assez fort sur les acteurs d'ailleurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se passer au tournage, parce qu'un truc physique, un truc de temps qui passe, parce que ça se voit qu'ils sont, ça y est, ils respirent, quoi, et on respire avec eux. Et ça, c'est très fort, parce que je trouve que c'est une vraie incarnation de sentiment de soulagement et de réconciliation aussi, de concorde presque. Et toi, physiquement, tu l'as ressenti comme tel quand tu l'as vu aussi? Ah ouais, ça m'a fait un effet très fort. Il y a une longueur en plus et tout dans la salle. Alors je l'ai revu plein de fois après. J'ai jamais revécu. Enfin, je ne me fais pas me faire un apôtre de aller voir le cinéma dans les salles, même si oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai jamais aussi, j'ai pas eu l'effet de surprise, quoi. Mais on est heureux pour eux de les voir. On se dit mais putain, ce mec qui sourit là, ça y est. On y arrive, quoi. Elle se détend un peu, on y arrive. Voilà. On t'a demandé ensuite, vu que tu possèdes énormément de disques et de DVD, quel était un peu ton rapport à ces objets autour de toi qui t'entourent, en fait? Alors, je précise que je ne possède pas énormément de disques, en fait. De vinyle et de VHS. C'est vrai que tu nous l'as dit. En plus, c'est pas... C'est-à-dire qu'en fait, je garde les disques, les VHS. Oui, alors les VHS, c'est du fétichisme un peu débile, mais je suis attaché à ces objets. À l'époque, on les achetait... dans le quartier latin, il y avait des tonnes de VHS à 5 francs, je crois, justement tous les Tarkovsky et tout, on pouvait les acheter dans des versions horribles, 4/3 coupées, voire, enfin pas VF, mais presque. Donc j'en ai gardé quelques-unes juste parce que j'aime bien l'objet, voilà. Mais non, je veux dire, j'ai les vinyles que j'aime vraiment chez moi, en fait. Mais je suis pas collectionneur, je n'oserais pas dire ça. Et parfois, les gens me présentent comme ça et je suis horrifié parce que j'ai des amis vraiment collectionneurs et qui ont vraiment 70 000 disques extrêmement rares chez eux. Moi, c'est pas mon cas. Je suis attaché à certains disques qui ont accompagné ma vie et à certains films. Et alors, le DVD, c'est un drôle d'objet, quoi, parce que ça a été un objet très chic et dont tout le monde savait très bien qu'il ne serait pas chic très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est presque un peu ringard. Ouais, j'ai presque envie de dire ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des DVD chez moi, c'est un petit peu absurde, quoi. Il y en a, enfin, ça ne reflète pas forcément ma cinéphilie, quoi. J'ai pas classifié, voilà, mon armoire en disant voilà, donc ça c'est le cinéma soviétique, ça c'est pas du tout. Je peux avoir aussi bien SOS Fantôme que Andrei Roublev. Enfin, je veux dire, il y a pas de logique. Mais j'en garde en tout cas certains. Si, la logique, c'est qu'il y a certains, par exemple, il y a des Bergman que j'ai en VHS. Le fait d'avoir un objet et de vous passer sur cette petite icône comme ça dans mon appartement tous les jours, ça me maintient attaché à ces œuvres. Ouais. Comme si tu pouvais te les rappeler juste en voyant l'objet, quoi. N'oublie pas ce que Bergman aurait dit. D'ailleurs, what would Bergman do? Ce qui est très difficile à répondre comme question. Ah, ça. Dans cette troisième partie du portrait intitulé « Mémoire et sommeil », Parawan nous raconte sa mémoire de spectateur qu'il décrit comme très imparfaite. Puis, il revient sur le son du film Mulholland Drive, qui le hante. Et on t'a demandé, vu que tes films travaillaient la mémoire, on en a déjà parlé un petit peu, comment fonctionnait ta mémoire de spectateur? Et tu nous as dit, et tu me l'avais déjà dit tout à l'heure, que ta mémoire était très imparfaite, comme celle de la vie d'ailleurs. Oui, c'est assez, c'est un drôle de mélange. C'est-à-dire que je peux être sur certaines informations, c'est-à-dire des informations qui ont été imprimées, des textes. Je me souvenais du texte. Enfin, c'est pas difficile, mais je me souvenais de la citation de tout à l'heure par cœur. Il y a beaucoup de par cœur pour moi, donc ça c'est comme des données, comme un ordinateur. Mais par contre, la mémoire émotionnelle, en fait, impressionniste de la vie quotidienne, chez moi, elle est totalement. Enfin, je pense qu'en fait, chez beaucoup de gens, mais peut-être les gens ne l'assument pas ou ne s'en rendent pas compte, mais elle est totalement déréglée, quoi. C'est-à-dire que je me rends bien compte que là, je lis un livre de Ted Chiang qui s'appelle Exhale, Expiration, qui traite notamment de ça, d'un monde dans le futur où les gens, c'est une nouvelle où c'est tout à fait crédible d'ailleurs, hein, on a vu ça avec les Google Glass, mais où les gens peuvent se reprojeter sur leur rétine des souvenirs absolument exacts qu'ils ont filmés avec ces mêmes yeux, et du coup ils peuvent revoir même leur petite enfance, et les couples les utilisent pour savoir qui a dit quoi dans une embrouille, et dire mais tu vois, c'est moi qui ai dit ça. Et à un moment, le personnage se rend compte qu'il y a une phrase qu'il a cru que sa fille lui avait dite, qu'il l'avait blessé à mort. Et en fait, c'est lui qui lui a dit à sa fille. Et ça, je trouve ça très vrai. C'est-à-dire que parfois, il y a des contresens de la mémoire, carrément.
On croit que le kawaii était jaune quand on était petit, mais en fait, on voit une photo et puis il est rouge. Donc déjà, premier indice, en fait, c'était pas du tout un kawaii jaune. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, si je commence à douter de ça, et je pense que j'ai envie d'assumer. On revient un peu à ce qu'on disait au début, d'assumer cette imperfection et de considérer que c'est un tissu qui est vivant en fait, et d'accepter. Et je pense que le fait de raconter des histoires à travers des films, même si j'en ai fait très peu pour l'instant, mais c'est un moyen de fixer dans le temps une version, quoi. J'ai l'impression que je crois que c'était Fellini qui avait dit si je suis plus inspiré, je referai mes films en fait. et j'aime bien l'idée de même le film que je vais sortir bientôt là, genre je pourrais peut-être le refaire dans 20 ans et ce sera autre chose, il y aura d'autres souvenirs et peut-être que je les revisiterai complètement différemment. Et ce sera pas parce que il y a du mensonge ou de la manipulation, c'est parce que c'est sincère en fait. Ma mémoire aussi de cinéphile est imparfaite. D'ailleurs, oui, bien sûr, c'est ça la vraie question. Elle est aussi imparfaite. D'ailleurs, c'est un bon exercice. J'ai envie de retourner voir Chara et voir si j'ai pas dit absolument n'importe quoi cet après-midi. Non, tu n'as pas dit n'importe quoi. D'accord, tout va bien. Tu lis beaucoup les films ou pas d'ailleurs? En fait, je pense que c'est quand il résonne avec quelque chose de très personnel, d'intime, là, je me les approprie et ça veut dire que j'arrache des séquences et que je les intègre à ma propre psyché et là, je les modifie, clairement. Là, c'est du piratage, quoi. Donc, j'ai l'impression d'avoir il y a des bouts de plans séquences dans ma tête qui s'entremêlent et qui deviennent un peu les miens, mais comme chacun, je veux dire, c'est ça, s'approprier aussi les choses. Chaque spectateur, chaque spectatrice s'approprie. Et alors, en question suivante, on a décidé de se rencontrer, donc l'image et le son, et on t'a demandé un son ou une ambiance sonore ou une chanson, une BO qui, dans un film, te hantait vraiment. Et alors, tu nous as répondu par Mulholland Drive de David Lynch. Et alors, je trouve ça assez beau parce que David Lynch, c'est vraiment quelqu'un qui pense le son, le sound design et toutes ces ambiances, justement. Donc, en quoi ça te hante et dans ce film particulièrement? Alors, non seulement c'est quelqu'un qui pense le sound design, mais c'est quelqu'un qui a révolutionné d'une certaine façon. Pas forcément lui tout seul, mais je veux dire, c'est vrai que c'est exactement l'avènement de ces films-là et aussi l'avènement d'une certaine technologie dans les années 90, une technologie de restitution sonore qui a aussi permis d'avoir des plages dynamiques, c'est-à-dire des différences entre des sons faibles et des sons très forts qui allaient de plus en plus haut. Et Lynch, il a tout de suite été, on dirait cutting edge en anglais, je sais pas, il a toujours été à la pointe, voilà, de cette technologie, dans la mesure où il a tout de suite dit, ok, là on a une possibilité d'expression, on y va. Et d'ailleurs, c'est très frappant quand on voit un DVD, par exemple de Lost Highway, c'est qu'en fait les dialogues sont tellement bas. En fait, c'est fait pour la salle, c'est fait pour avoir des très fortes dynamiques, ou alors à la limite avoir un système 7.1 chez soi. Mais les gens, on a l'impression qu'il s'est feutré, il chuchote. Enfin, si on n'a pas les sous-titres, parfois on est perdu, quoi, si on le regarde chez soi. Au cinéma, totalement. Ça se passe très bien. Pardon ? Oui, totalement, je suis d'accord. Et puis d'un coup, il y a un accident de voiture et là, bam, c'est le son le plus fort que tu as jamais entendu de ta vie qui éclate la tête. Et alors, dans Mulholland Drive, je trouve que voilà, bon, c'est un de mes films préférés et c'est aussi, ça correspond. D'ailleurs, je l'ai vu, je pense, le mois où je suis entré à la Fémis, donc c'était aussi un moment où. Wow. Ouais, c'était voilà, l'amour, la jeunesse, le cinéma, les études, on avait l'avenir devant nous. Je l'ai vu plein de fois, enfin peut-être pas, je vais pas dire de chiffres fous, mais je l'ai vu presque 2 fois de suite, une fois. Enfin, j'ai vu plusieurs fois en salle, vraiment, j'y suis retourné. J'étais dans le film, quoi. Il me quittait pas, c'était presque flippant, c'est-à-dire que il y avait un truc qui collait à la peau. En plus, ça résonnait avec des moments des choses de ma vie personnelle, en fait, tout simplement. Mais et ça me hantait. C'était vraiment le terme, quoi. C'est-à-dire que, alors, on parle de la musique, bien sûr, et du son. Donc la musique, oui, il y a un truc en plus tellement tragique, tellement sombre dans ce truc au début. Alors, on sait que Lynch était terrorisé par les accidents de voiture parce qu'il avait perdu un ami à l'adolescence, mais donc il y a souvent des accidents de voiture dans ces films et c'est pour ça que le film commence par un accident terrifiant. On sent que quelque chose va vraiment mal se passer, quoi, au début du film. Et cette musique de Badalamenti, évidemment, qui est bien sûr beaucoup moins iconique que celle de Twin Peaks, mais qui a quand même un sacré charme. Enfin, c'est-à-dire qu'avec assez peu d'effets, avec assez peu de moyens, il obtient cet effet d'invasion de l'imaginaire, comme ça, de contamination aussi. C'est anxiogène et puis ça contamine les plans, ça contamine le visage des acteurs et on sent qu'il y a vraiment un truc qui va pas, quoi. Il y a vraiment une sorte de truc dans l'air, en fait, que cette musique
apporte. Et puis quand on les voit aussi, les deux femmes en train d'enquêter sur ce qui leur arrive en fait, et qu'elles vont dans cette espèce de condo un peu bizarre, 50s, voire 40s, pour aller finalement trouver un horrible cadavre d'ailleurs, mais les plans, le steadicam qui vole, cette caméra qui plane un peu comme si on était dans un rêve. D'ailleurs, un gros indice sur ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais Gros spoil même. non, mais non. Non, ça ne se spoil pas. Non, ça va. De toute façon, va. là, c'est assez compliqué comme ça le film. C'est bon, on peut dire un mot. Mais non, mais il y a des sons. Alors là, pour le coup, c'est mémoire imparfaite de spectateur, mais je sais qu'il y a un truc avec le son. De toute façon, Lynch, il est capable d'utiliser le son d'un ventilateur et d'en faire il l'a fait dans Twin Peaks aussi. Un élément de suspense hallucinant, un élément de mood aussi, d'ambiance, comme s'il voulait zoomer sur des machines ou sur des éléments de la pièce avec le son en fait, tout en ayant un cadrage très américain, très moyen, plan moyen. Mais ouais, Lost Highway, c'est pour moi une démonstration de maîtrise de la mise en scène, y compris dans son aspect vraiment technique ou technologique, c'est-à-dire l'usage du son, par exemple. Et sonore. Et alors d'ailleurs, j'ai lu pour préparer l'entretien que le son, il l'avait déjà pensé en amont, ce que je savais déjà, mais avec son équipe son, son compositeur, son ingénieur du son, ils avaient déjà travaillé le son avant le tournage, en fait. Mm-hmm. Et il l'écoute. Du coup, Lynch le passait dans un casque sur le plateau. Parfois, il le faisait écouter aussi à ses techniciens, voire à ses comédiens. Donc, cette idée de son préexistant aussi pour influer sur le plateau au moment de la capture de tout ça. Enfin, je trouve ça assez intéressant. Alors ça, c'était du coup, ce qui est génial, c'est que moi j'ai répondu aux questions de manière totalement amateur, et puis vous êtes allé chercher des vraies informations. Et du coup, ça, tu parles du son, donc c'est moi qui t'interviewe là. Tu veux dire donc le sound design, quoi, pas la musique, le son. Alors après, je pense que le sound design, il le retravaille après le tournage aussi. Je pense que c'est un jeu de ping-pong en fait, mais en tout cas, il le pense en amont. Ouais, non, mais aussi. justement, l'idée de faire écouter, parce que c'est génial, je connaissais pas cette anecdote, faire écouter un son de drone bizarre à la Lynch à un acteur avant de jouer, à mon avis, ça a un effet très fort. Hein, parce que on a toujours dit, je sais plus si c'était Fellini ou plein de gens qui faisaient écouter de la musique pendant. Il y a ce fantasme de les acteurs écoutent la musique pendant le tournage, du coup, ce qu'on voit à l'écran, le extra-diégétique devient intra-diégétique et ce genre de truc. C'est, à l'époque où aussi on n'enregistrait pas forcément le son en direct, hein, avant la révolution du son direct français. Mais il y a l'idée d'imprégner les acteurs avec le son, c'est très fort. Moi, je sais que j'ai souvent composé pour mes courts-métrages des trucs avant le tournage. Et effectivement, je leur faisais écouter au casque. Alors, je ne jouais pas sur le plateau, justement, selon comme dans les légendes des années 50. Mais je suis content de connaître cette anecdote et je pense que c'est une excellente idée qu'il a eue, comme d'habitude. Dans cette carte blanche, Parawan nous fait part de son émerveillement face à l'improbable scène du train tirée du film The Walkover de Jerzy Skolimowski. Alors la scène que j'ai choisie, c'est la scène qu'on appelle du train, pour faute de mieux, dans un film qui s'appelle Walkover de Jerzy Skolimowski, qui est son 3e film, si on compte son premier comme étant un long métrage. Alors c'est une collection de courts métrages d'étudiants en fait, mais Skolimowski, qui est donc un réalisateur polonais qui a vécu ensuite, qui s'est émigré dans plein de pays, qui a été réfugié en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Belgique. Et donc c'est l'un des films qu'il a fait. Je donne le contexte, ça vous dérange pas? Au contraire. Non, mais c'est l'époque où il a connu Polanski parce qu'il a écrit Le couteau dans l'eau pour lui, etc. Et donc c'est l'école de Łódź en Pologne, et c'est une génération en fait de réalisateurs et réalisatrices. Surtout de réalisateurs en fait, si on est honnête, à l'époque c'est vraiment un truc de mec, quoi, c'est-à-dire qui mettaient en avant l'exécution et qui utilisaient beaucoup des moyens finalement très pauvres, mais pour exécuter des plans. C'était à qui ferait le plan le plus fou en fait, le plan le plus long, le plus difficile à tourner, le plus dangereux, le plus engagé dans la caméra épaule, etc. par exemple. Et donc Walkover est l'histoire
on parle aussi d'engagement, et donc il s'engage dans son film puisqu'il est acteur aussi du film. Il était un peu boxeur à côté, il était aussi peintre, poète, enfin Skolimowski c'est un personnage quoi. Et donc il s'est mis dans son film en se disant bon, je vais galérer à diriger des acteurs avec des plans aussi compliqués, autant que moi je sois au cœur de l'action. En plus je suis pas vraiment bon acteur, donc autant faire des plans séquences, parce que comme ça au moins on verra pas que j'arrive pas à dire ma ligne de dialogue. Et donc c'était très pragmatique comme choix. Je crois que le film a fait moins de 30 plans, hein, donc c'est des plans séquences qui s'enchaînent. Et donc le personnage est un enfin pas vraiment un boxeur, mais il a appris la boxe et on lui propose un combat. Et il hésite, en gros, c'est tout simple hein, comme problème, il doit hésiter entre partir avec la fille qu'il aime bien ou retourner faire son combat de boxe et peut-être avoir une carrière de boxeur. Et il est à l'arrière d'un train avec cette fille. Et il a décidé de partir, ça y est, il a pris sa valise, il se casse, il ne va pas faire le combat de boxe. Et donc moi je suis donc pour jouer le jeu, je suis sur l'autre wagon, je les vois. Et au début on se dit tout simplement bon ben voilà, il fume sa clope, c'est un peu contemplatif quoi, il fume sa clope à l'arrière du train, il y a sa copine qui est là, c'est mignon, ils s'aiment bien. Et d'un coup on voit arriver par la gauche un mec en moto sans casque qui roule, alors pas à contresens, mais qui roule à quand même une route à 2 voies. Et d'ailleurs, il s'approche du train pour qu'on l'entende en disant « Reviens, il faut que tu fasses le match, c'est pas possible, t'as aucun courage. » Il commence à lui faire... Bon, en plus, c'est assez fou parce qu'il lui fait un peu la morale assez en profondeur sur qui il est, genre « Mais tu veux pas faire un choix dans la vie ?» Alors que c'est une scène d'action, quoi. Voilà, de ce dont je me souviens. Alors notre personnage est totalement mutique et lui il fume sa clope, bon il hésite un peu, on voit bien. Et le mec en moto le prend à partie, lui dit même à sa copine, Madame, dites-lui, là il faut absolument qu'il revienne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu t'abandonnes le combat? Et donc déjà c'est un moment où on se dit ok, là on n'est pas à une période où on fait des effets spéciaux, donc c'est déjà incroyable, c'est-à-dire que concrètement on est en train de suivre un train. Et il y a un mec en moto qui comme il doit s'approcher pour qu'on l'entende, il va sur la voie où les voitures sont dans l'autre sens. Et on voit que le mec se dégage, il n'a pas de casque, hein, je précise, donc, et les voitures passent au ras de lui, quoi. Donc cet acteur-là aussi, devait être un pote à lui, peut-être un étudiant de son école, je sais pas, il a un certain courage quand même. Et puis, ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, Skolimowski saute du train en marche, il jette sa valise et il monte sur la moto dans le même plan et s'en va. C'est un train qui roule à au moins 60 km/h. Au moins 60 km/h. Et c'est du délire total. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir vu ce truc, je me suis dit, ah d'accord, ok. Là, donc, on parle d'une haute génération. C'est-à-dire que, non, mais en termes de sécurité sur le tournage, bon, ce serait inimaginable. Bon, c'est aussi des gens qui, voilà, bon, Skolimowski, c'est sa mère cachait des réfugiés juifs pendant la guerre. Lui, il a connu, les bombardements, les trucs. Je veux dire, c'est aussi c'est un cuir tanné par des années très difficiles aussi. Mais je sais pas ouais, c'est ça, 60, ça doit être début des années 60 ce film. Oui, c'est ça. Bon en tout cas, le mec il y allait pas à moitié quoi. Il s'engage. C'est ce qui m'impressionne dans cette séquence, c'est qu'il se met comme acteur dans le film. Parce qu'en plus, il fait aussi des matchs de boxe, hein, je veux dire, il les joue vraiment. Donc il se prend des coups dans la gueule devant la caméra. Il filme des plans qui sont impossibles. D'ailleurs, c'est pas techniquement le plan le plus impressionnant du film. En fait, il y en a qui sont complètement fous. Je me souviens d'avoir vu des plans en me disant, mais par où sont-ils passés? C'est-à-dire qu'ils ont dû faire passer la caméra par un trou de souris. Et on est de l'autre côté de la maison et ça tourne encore, quoi. Il y a vraiment des plans, c'est une virtuosité. Je pense qu'ils se tiraient la bourre entre réalisateurs en se disant, qui fera le plan le plus beau, quoi, le plus fou. Et donc, il s'engage dans son plan, il s'engage dans son histoire, et il y a physiquement dans la séquence la réflexion du personnage, elle est incarnée physiquement. C'est-à-dire que va-t-il, c'est vraiment basique en plus, hein, est-ce que je reste avec elle vers mon avenir, le train, c'est très symbolique aussi, ou est-ce que je retourne en arrière avec mon pote vers ce combat? Et il a ce choix à faire, qui est un choix, on en est presque à se dire, en voyant la séquence, est-ce qu'il n'a pas décidé de sauter pendant que ça tournait, quoi. Je veux dire, est-ce que c'était prévu qu'il saute, en fait? Et donc c'est très fort parce que c'est incarné. Donc comme le cinéma est quand même un art de l'incarnation, c'est pour ça que je dirais que cette séquence, pour moi, c'est du pur cinéma. C'est un peu un cliché de dire cette phrase, mais là, pour le coup, je trouve que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blabla, il n'y a pas d'effet, Et c'est de l'image, il n'y a pas de son. C'est de l'image, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a un côté muet. C'est ça, on renoue, c'est ça, avec le côté même, Buster Keaton. Oui, exact, c'est Buster Keaton. Alors moi, justement, ça rejoint aussi ma fascination pour certains films de Buster. Celui où il est poursuivi là, par toutes les mariées. Là. Ah oui, Les fiancés en folie. Ouais, incroyable c'est film, complètement fou. Mais oui, il y a un côté comme ça. Voilà.
Et c'est un film que tu revois souvent ou que tu as vu qu'une seule fois, mais tu as ce souvenir marquant de... Cette fois, j'ai triché. Je l'ai vu une fois en salle. À l'époque, en plus, Skolimowski était venu nous voir à la Fémis, en fait. Donc, c'était un peu la grande période où on ressortait Skolimowski. On l'a ressorti plusieurs fois. Mais alors, ouais, c'est ça, parce que moi, je l'ai découvert il y a 3 ans à la Cinémathèque. Et il était venu aussi parler après. Donc, Ouais. Du coup, je me suis fait tous ces films et j'ai Deep End, tout ça. Bref, c'était génial. Et là, j'ai triché, j'ai revu la séquence avant de vous voir parce que je me suis dit là vraiment, parce que c'est vraiment ancien pour moi. Si je commence à dire n'importe quoi, ça va être très gênant. Voilà. Non, mais là, je voulais être sûr parce qu'en fait, c'est la preuve. C'est incroyable ce plan. Du coup, je me dis mais est-ce que parce que parfois je raconte. En fait, j'ai choisi cette séquence aussi parce que je la raconte parfois dans des dîners à des amis, genre ce plan séquence. Et tout le monde me regarde genre. Ouais, attends, il saute du train et il monte sur la moto dans le même plan. Et du coup, je me suis mis à douter. Je me suis dit, mais et ça a peut-être l'air que c'est facile pas vrai. en plus. Oh, ça a l'air complètement facile, c'est fou. Dans cette dernière partie du portrait qui évoque la transmission du cinéma, nous avons demandé à Parawan quel film il voudrait léguer aux générations futures. Et il nous a répondu par le film d'animation Akira, tout simplement. Tout simplement. Ouais, Akira. Alors, déjà parce que je me suis dit, c'est pas mal de mettre un film d'animation pour être honnête, parce que c'est vrai que j'ai aussi beaucoup regardé d'animation. Que s'il s'agit d'évoquer ma cinéphilie en vrai, c'est une part assez importante. Mais ce qui me frappe dans Akira, justement, c'est ce côté. C'est un truc qui m'a accompagné toute ma vie. J'ai découvert enfant. À l'adolescence, au moment où il est sorti. Préadolescence, en fait. Alors, au moment où c'était déjà sorti quand même pas mal, parce que c'est au moment où c'était édité en France, réédité en France chez Glénat. Et je me souviens d'avoir vu. C'est le genre de livre un peu interdit, parce que j'étais trop jeune. Et il y a un moment où il y a un mec dont la tête explose. Et c'était incroyable d'avoir accès à ça, de feuilleter ce truc en se disant waouh, ça c'est pour les grands, etc. Donc vraiment j'étais enfant quoi. J'étais enfant et je suis tombé, je sais pas combien de cartes de bibliothèque publique j'ai usé pour aller essayer de trouver le dernier tome par exemple dans différentes villes parce que c'était dur d'obtenir cette BD. Donc je lisais le manga à fond et j'ai vu le film et alors là je me suis dit ok ce truc, je me suis pas dit sur le coup c'est sûr mais en fait, ce qui est certain, c'est que ça m'a accompagné toute ma vie et que ça m'accompagnera. Ça m'a accompagné jusque-là. Et ce qui me frappe dans ce film, qui est un film imparfait, parce qu'en plus, Otomo a à moitié abandonné la fabrication du film parce que il y avait trop d'argent de la pègre, ça le gonflait et puis il y avait des problèmes, quoi, en gros. Mais on voit bien que la fin du film, il y a un petit truc un peu bâclé. Pas bâclé, ça reste une belle exécution pour un animé, mais en termes de scénario, il n'avait pas vraiment écrit la fin du manga à l'époque, donc ça a été un peu vite, quoi. Mais disons que la première moitié du film, je veux vivre dans ce truc, en fait. Je veux dire, et beaucoup de gens, d'ailleurs, même maintenant, de Kanye West à, j'en sais rien, moi, Virgil Abloh, on a l'impression que Kanye West aujourd'hui, il est habillé comme Kaneda à l'époque, quoi. Je veux dire. Mais ma vraie question, c'est déjà pourquoi vivre dans un tel monde, parce qu'il est quand même assez désespéré, assez noir, assez sans espérance, en fait. Est-ce que tu parles de la ville de Neo-Tokyo ? Oui, c'est la ville de Neo-Tokyo dans laquelle tu veux vivre. Je veux vivre dans Neo-Tokyo et d'ailleurs Neo-Tokyo, ça se passait en 2019 et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils préparaient les JO de 2020 alors que c'était quand même extrêmement longtemps avant que ça soit décidé. Ils n'avaient pas prévu la pandémie, mais il y a le site de la construction des JO qui se fait autour d'un cratère atomique, etc. En fait, alors je vais sonner comme quelqu'un d'extrêmement désespéré peut-être, mais quand je parle des générations futures, c'est que justement, Neo-Tokyo, c'est une ville, c'est très noir, effectivement. La fin du film, c'est quand même un message d'espoir, un d'espoir mystique et étrange, de renaissance quand même. Si, parce qu'ils s'en vont vers le couchant. Il y a un truc. Moi, j'y vois un peu aussi en fait, la rébellion a échoué. Enfin, il y a un truc où tout est détruit et bon, bien sûr, on peut recommencer quelque chose, mais tout est détruit en fait et il y a juste un chaos total. De la civilisation. Oui, mais c'est-à-dire que je pense que c'est un passage du politique au mystique, en fait. C'est-à-dire que, oui, les Japonais et Otomo et de cette génération ont connu dans les années 60 des revendications et des mouvements populaires de la jeunesse anarchistes, notamment, extrêmement violents, étonnamment violents quand on voit aujourd'hui comment c'est finalement
enfin c'est pas apaisé, mais il y a pas cette rébellion de la jeunesse, quoi. Et c'est un peu, c'est presque cette esthétique là d'ailleurs dans Akira, hein, les gens avec leurs banderoles et tout, c'est comme les mecs qui voulaient empêcher l'aéroport de Narita de se faire, etc. C'est les mêmes casques. Et donc je pense c'est une idée presque métaphysique et mystique selon laquelle tout ça sera balayé, en fait. Toutes ces parce que c'est pas que une rébellion, il y a des factions différentes. Il y a Lady Miyako qui défend son. Là, je suis en train de parler plus du manga que de l'animé, en fait, hein, parce qu'il y a plus de sophistication, disons, des enjeux dans le manga qui se développent sur une plus longue période. Mais pourquoi le léguer aux générations futures, alors ? Parce que c'est pour moi, moi, je le vois comme un film sur la résilience, en fait. C'est un mot très à la mode, mais c'est-à-dire comment on survit, c'est la merde, mais on survit, et c'est beau d'une certaine façon. Et je veux dire, quand Kaori vient voir Tetsuo à l'hôpital, pas psychiatrique, mais l'hôpital dans lequel on fait des expériences sur lui, et il boit une canette et il la jette, le son de cette canette qui résonne sur les espèces de tubes là un peu défoncés, c'est vrai que tout est moche, mais c'est sublimé, et il y a on vit quand même, quoi. Et en plus c'est des adolescents qui sont pleins de vie, qui ont envie de tomber amoureux, qui ont envie de faire de la moto à 200 à l'heure et tout ça. C'est des bozozoku, en fait, comme on appelle ça, des gangs de bikers japonais qui sont d'ailleurs une réalité sociologique de l'époque. Et ils ont 14-15 ans, c'est assez flippant. Je conseille d'ailleurs le film Godspeed You Black Emperor sur les bozozoku japonais, un documentaire incroyable en noir et blanc, qui raconte exactement ça, un groupe de bikers en marge de la société. Et donc il y a quand même de la jouissance, il y a de la joie. Bon, alors évidemment qu'il y a des têtes qui explosent et qui se butent les uns les autres sur la route. Donc là, je passe pour un taré à vous dire que c'est une bonne idée, que c'est une utopie. Non, c'est pas que c'est une utopie, c'est que je suis peut-être fait à l'idée que la façon dont à quoi ça va ressembler dans le futur, c'est on va faire avec aussi, quoi. Survivre dans un contexte qui n'est plus comme avant, quoi. Et Akira quand même fédère et condense un nombre d'obsessions qui sont en fait celles du XXe siècle, hein, mais qui sont très japonaises aussi, mais et qui me touchent, en fait. C'est-à-dire que, bon, déjà les Japonais c'est les seuls à s'être vraiment pris de bombes atomiques dans la tête, donc voilà, ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent de fin du monde et de cratères atomiques et de voilà. Il y a la thématique de la maladie mentale, enfin tous ces trucs me touchent, l'amitié adolescente perturbée par la maladie mentale, voilà, ça a frappé au cœur, quoi, vraiment. Et du coup je l'ai vu, revu et revu, et la musique d'ailleurs est une immense influence sur mon nouveau disque. Ouais. Oui. Au point que je suis allé chercher un son en particulier qui s'appelle le Jegog, qui est un instrument de bambou, qui est en fait un instrument indonésien. Et je suis allé enregistrer le dernier grand maître du Jegog, qui n'est plus de ce monde désormais, puisque depuis qu'on l'a enregistré, il est mort, monsieur Suentra. Oui, on l'entend dans un de tes morceaux de Spectre. Absolument. Mais d'ailleurs, ça nous offre une transition parfaite, vu que la question suivante concerne plus directement la musique. On t'a demandé s'il existait un film dont tu aimerais réimaginer, recomposer, ou même de façon éphémère pour un ciné-concert, la bande originale, et tu nous as répondu par Le Miroir de Tarkovsky, qui est aussi un film mystique, mystérieux et compliqué. Et compliqué, et qui est autobiographique, et qui est aussi sur le passé du personnage. Donc finalement, ça condense tes obsessions. J'ai compris votre angle, et je le respecte, parce que vous êtes malin, vous êtes intelligent. Plus que ça, vous êtes intelligent. Non, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que je me suis livré plus que je ne l'aurais cru, puisque tous ces films ont pour point commun beaucoup de ces films ont pour point commun une introspection sur le passé, l'enfance du narrateur. Le Miroir, déjà, pour comprendre que c'est vraiment l'enfance du narrateur, il faut se lever de bonne heure, hein, c'est un film dur à comprendre pour de vrai. C'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein, mais je veux dire, ça passe ou ça casse, disons. Mais Zerkalo, oui, j'ai choisi donc le film impossible, en fait. C'est impossible de refaire quoi que ce soit dans Le Miroir. C'est un geste unique, en marge du cinéma, d'une certaine façon. Tarkovsky lui-même a eu du mal à le monter, littéralement le monter en plus, enfin à le monter financièrement, mais à faire le montage. Il trouvait pas du tout jusqu'à la fin. Il a fini par trouver une sorte de solution un peu empirique, mais et ça c'est les wagons se sont raccrochés, mais c'est un objet limite, quoi, le miroir. Qui fascine ou qui déprime ou qui ennuie, en fait. Mais donc refaire la musique du miroir, le truc c'est que mon critère quand je fais une musique de film, là en ce moment j'en fais plein,
Donc je suis confronté à ça tout le temps. Il y a un aspect, il y a deux choses qui sont très importantes quand on compose sur une image. C'est d'abord l'aspect plastique, la plasticité de l'image, la beauté en fait, tout simplement, ou une beauté, quitte à ce qu'elle soit une beauté crue, une beauté froide, voilà. Et puis les visages des acteurs et des actrices ou des personnages, si c'est un documentaire. C'est vrai que si on regarde toute la journée quelqu'un dont la tête vous revient pas, la musique vient pas. Ça c'est vrai. Je vais pas dire que je l'ai observé, mais voilà. Et c'est pareil, quand on voit une image qui a une vraie matière et qui a une texture, là on a envie, on est tout de suite. Parce que c'est aussi, on parle beaucoup de texture maintenant en son, parce que c'est la musique électronique moderne, on a beaucoup de marge en fait sur la gestion de ces textures. Et Le Miroir, c'est un film avec des textures. J'ai même presque peur de le voir dans une version restaurée, par exemple. Aussi parce que le Goskino, qui était le comité de censure, mettait des bâtons dans les roues de Tarkovsky, considéré comme beaucoup trop croyant à l'époque. C'était le communisme. C'était le communisme, ouais. Et donc, il lui filait de la mauvaise pellicule. Il suffit de lire le journal de Tarkovsky, c'est le livre de Job, quoi. C'est une longue litanie de plaintes. C'est genre, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, quoi. C'est et le Goskino qui me file de la péloche pourrie. Le truc la péloche était périmée. Le chef-op a pas réussi à la développer. Puis finalement, il y a que du violet qui est sorti. Et en fait, quand on voit les films avant qu'ils soient restaurés, tout ce truc un peu sépia bizarre où d'un coup ça passe en noir et blanc. Bon, il y a beaucoup de choix. Et c'est pas pour dire que Tarkovsky maîtrisait pas son truc, au contraire, mais c'est un grand contrôle fric. Mais il y a aussi des moments où c'est beau parce que c'est une péloche un peu bizarre, un peu usée, et que c'était pas un choix en fait pour le coup. Et donc ça crée une vraie texture, un peu comme aujourd'hui on fait des trucs comme un filtre Instagram. C'est-à-dire que les gens se déchirent pour acheter de la lomographie, tu vois, des appareils qui marchent pas bien ou avec des pellicules volontairement périmées. Bon, Tarkovsky, c'était pas son choix. Mais le film a une texture tellement forte en image que si je devais effectivement, mais je ne le ferai jamais et je n'oserais pas, si je devais recomposer la musique d'un film, je m'attaquerais directement au plus gros monument. Comme ça, je me foirerais lamentablement et j'aurais l'impression d'un geste héroïque et fou et minable en même temps. Pardon. Non, mais ce qui est aussi étrange, c'est que la musique qu'il a choisi de prendre, c'est la musique de Purcell, de Bach, donc c'est que des musiques qui étaient là bien avant lui. Enfin, c'est pas des musiques que lui a composées pour le film. Bien sûr, c'est pas Artemiev en fait. Enfin, Artemiev a fait des trucs pour Le Miroir quand même, mais il a plutôt fait du sound design. Artemiev, c'est son partenaire de composition sur beaucoup de films et surtout Solaris et Stoker. Mais ouais, là, il pioche dans le grand patrimoine, c'est-à-dire que il y a pas plus aristocratique que Purcell et Bach en pleine période baroque, full. Voilà, c'est vraiment la Passion selon Saint Jean. On peut pas faire plus grandiose et plus beau, hein. Je veux dire, c'est extraordinaire. C'est des trucs, c'est à se flinguer tellement c'est beau. Il en met de partout. C'est mystique, grave. Je veux dire, le plan séquence de fin où on voit 3 générations, c'est incompréhensible en plus, mais on voit les 3 générations, le mec dans le champ, machin, et le truc, et les cordes qui montent, et le chœur qui monte. Moi, j'ai fait une reprise avec Laurence Equilbet, qui est directrice du chœur Accentus, une directrice de chœur, une chef de chœur, de La Passion selon Saint Jean. Quand tu passes la journée avec un orchestre et une chorale qui chante La Passion selon Saint Jean et qui dit « Herr, Herr, Père, Père », tu ressors, t'es choqué émotionnellement. Je veux dire, c'est d'une puissance en fait. Donc là, Tarkovsky dans son film, il a choisi d'y aller très très fort, quoi. En plus, il reconnaissait lui-même qu'il avait cette faiblesse d'utiliser de la musique, y compris préexistante, qui était de la belle musique, et il disait au fond, théoriquement, c'est pas ok. Je devrais pas. Bresson l'a dit. Bresson l'a fait. Hein, Condamné à mort, s'est échappé. Il a fini par mettre un bout de Mozart à la fin, mais il y a le côté, non, la musique, c'est pas comme ça. Soit on fait du son avec des gens qui ouvrent des portes et qui claquent des trucs, c'est de la musique concrète, mais sinon, il n'y a pas de musique. Et Tarkovsky dit, désolé, moi, je peux pas ne pas le faire. J'en mets. Voilà, c'est comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu ferais alors dans un monde fou si tu devais t'y attaquer? Tu prendrais le contre-pied de tout ça ou... Ouais, je pense que je délirerais complètement et ce serait peut-être un peu, il faudrait que je sois surveillé médicalement parce que si je passe une semaine en studio à regarder Le Miroir en boucle et à faire de la musique, ça risque d'aller trop loin. Surtout que je bois de l'eau fraîche et que je dorme la nuit, quoi. Parce que non, mais c'est un film qui... Je veux dire, la séquence dans Le Miroir, par exemple, celle-là, j'oserais même pas la mettre en musique, c'est ça le problème. Parce que souvent, quand on fait de la musique de film, il y a aussi des scènes. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière, il y avait une scène... réalisatrice suédoise sur un film qui s'appelle Pleasure, où à un moment il y a une scène qui malheureusement, c'est sur une actrice qui essaie de percer dans le porno à Los Angeles, et il y a une scène qui se passe mal. Il y a une scène qui en fait est une agression sexuelle, qui devient une agression sexuelle graduellement. Et la réalisatrice a commencé à me parler de musique pour cette scène. À un moment, je lui ai dit, mais moi je vais pas décorer cette action.
Ça, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, il y a une question morale qui va se poser. Il y a des enjeux parfois dans un film où il faut réfléchir comme ça. Je veux dire, la musique est affaire de morale. Enfin, on est vraiment. Il y a Rivette qui nous regarde, quoi. Et parfois, on se pose ces questions-là. Et alors Tarkovsky, lui, c'est pas une question morale, mais il y a un moment quand l'enfant, on devine qu'il y a une histoire d'avortement qui se passe derrière la porte quand il va chez la dame avec la poule et tout ça. Et à un moment, il se regarde dans le miroir, donc le fameux Zerkalo, le fameux miroir. Et il y a un travelling avant, et il prend conscience de son identité. Il prend conscience qu'il est vivant. Ça se voit, en fait. Il n'y a pas de texte, mais c'est un moment d'une ambition métaphysique complètement folle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce travelling avant sur ce gamin qui a un visage en plus pas possible. L'image est sublimissime. Il y a ce truc avec les mains, on dirait un de la tour. Enfin, avec la flamme, le feu, le rouge des mains. Il y a cette fille rousse dont il est amoureux. La texture de la peau. Enfin, c'est Léonard de Vinci aussi. Enfin, c'est d'une ambition plastique en fait et métaphysique complètement folle. Et ça, une séquence comme ça, moi, à la fois c'est mon plus grand rêve et je serais paralysé, je pense. Qu'est-ce que je fais, quoi? On va finir par ton film Refuge. On t'a demandé quel était ton film Refuge et on va faire une boucle parce que tu nous as dit que c'était Tokyo Ga de Wim Wenders qui est un peu une réponse au Sans Soleil de Chris Marker. On peut le considérer comme ça. Tout à fait. D'ailleurs, il filme Chris Marker dans le bar La Jetée, d'ailleurs, tenu par mon ami Tomoyo. Voilà, c'est ça. Donc ils étaient à Tokyo à la même époque, en fait. Et Herzog aussi, d'ailleurs, parce qu'Herzog apparaît dans Tokyo Ga, début des années 80. Pourquoi c'est ton refuge? C'est un film refuge déjà parce que c'est un film, je dirais pas qui m'a sauvé la vie, mais en tout cas qui m'a sauvé au moins le mood d'une semaine très mauvaise. À une époque, j'étais chez moi, j'avais juste une VHS qu'une amie m'avait prêtée, Tokyo Ga. Et j'étais là, un peu la flemme quand même de mater ce film. Mais à un moment, je m'ennuyais à un point, j'étais déprimé, il pleuvait dehors, et je me suis dit, bon, j'avais une petite télé, un petit magnétoscope, je me suis dit, bon, je vais donner sa chance à ce truc. Et en fait, ça m'a complètement réactivé. Enfin, je me suis... C'est un film qui a assez peu qui a une ambition au bon endroit, hein. Je veux dire, c'est un film mineur, clairement. Mais il y a un charme. La musique est faite par un Français qui a fait plusieurs films de Wenders, mais très étrange en fait. Hein. Ça serait presque à la mode aujourd'hui, d'une certaine façon, cette avec musique. Avec le saxo un peu trop inquiétant. Bizarre, on dirait une sorte de polar. Alors qu'en fait, c'est donc, pour le dire en deux mots, première fois que Wenders se pointe au Japon, il raconte ce que c'est que d'arriver au Japon, d'être fatigué au Japon, d'être jet lag, etc. Et il vient filmer, parce qu'il est fasciné par Ozu, et il vient interviewer des gens qui ont connu Ozu. Le cinéaste japonais. Et donc c'est un film théoriquement un peu sur la carrière d'Ozu, mais aussi sur le voyage de Wenders au Japon et les insomnies où il va voir les gens jouer au pachinko la nuit. D'ailleurs, d'un point de vue DA et stylisme, je veux dire, il faut se ruer sur ce film parce que les looks des mecs avec la moustache, les grosses lunettes qui jouent au pachinko sont absolument impayables. Ils fument des clopes non-stop. Enfin, les plans sont très beaux. C'est de l'inversible, c'est du film J'aime tellement cette texture. En fait, pour les gens qui connaissent le Super 8, l'inversible, c'est les pellicules d'actualité. On n'a pas besoin de passer par un négatif et donc on inverse la pellicule. C'était des très belles couleurs en fait. Il y a vraiment beaucoup de films de Jean Rouch aussi ont cette texture-là. Donc c'est super beau. Ne serait-ce que voir des enfants jouer à la balle dans un cimetière, ça devient contemplatif parce qu'on sent il y a cette musique qui plane. On sent qu'il est un peu explosé. Il va un peu au fil de l'eau. Il se dit tiens mais c'est bizarre. Il y a de la bouffe en plastique dans les devantures. Bah comment c'est fait? Puis il va filmer l'usine qui fabrique ça. Et d'ailleurs tout le monde se pose la question. Tous les gens qui sont allés au Japon se disent mais attends mais ils font ça comment et où et c'est quoi? C'est de la vraie bouffe qui a été gélifiée ou c'est un art extraordinaire. C'est de la sculpture. Et puis il y a le golf et tout. Enfin bref, parce qu'il y avait une passion des Japonais pour le golf à l'époque. Il filme la mode de l'époque, tout ça. Qui n'est pas celle d'Ozu, en fait. Qui n'est pas du tout celle d'Ozu. Et en fait, c'est vraiment exactement, c'est deux espaces-temps, ou plutôt deux temps dans un même espace, en fait. Et puis, il y a ces interviews des acteurs, actrices, collaborateurs, et notamment chefs opérateurs de Ozu. Et cette fin d'interview, je vais limite avoir la chiale rien que d'y penser. C'est-à-dire que ce mec qui dit que vraiment, Ozu, c'était quelqu'un que ça a été important pour lui. Je sais plus comment il le formule. En plus, il le dit en japonais. Mais il hoche la tête. Et après, il dit « Maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît. » Et il enlève ses lunettes. On sait qu'il va pleurer. Et il pleure. Et c'est bouleversant. C'est bouleversant.
Merci beaucoup, Merci. Arwan, de nous avoir répondu à tout ce questionnaire. C'était super, merci. On va remercier aussi Elodie Imbaud de la Cinémathèque de nous avoir accueillis, et puis Gabriel Régnier pour sa musique. On vous dit à la prochaine. On en profite pour remercier nos 5 premiers Patreons qui nous aident et nous soutiennent financièrement dans notre travail. Un grand merci à Paul, Clara, Bernard, Jean-Noël et Paul. Votre soutien nous est précieux.